Bonsoir à tous et merci d'être avec nous, de nous faire l'amitié d'être encore une fois avec nous sur le talk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet très d'actualité, d'architecture. Comment nos villes se portent, à quoi elles ressemblent. En tout cas, quelle est la responsabilité des architectes dans le développement des villes africaines. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Hilaire Moussavou Foumou, qui est architecte, bien entendu, mais aussi qui est le directeur général d'un cabinet qui s'appelle Universalis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'être avec nous. Alors, on va commencer par par le commencement. Pourquoi vous avez décidé d'être architecte? Je voulais faire l'architecture par idéalisme, par volonté ou par la propension de... Je voudrais marquer mon passage. Laisser une empreinte quelque part. Voilà, mon passage sur la terre. Ah. Donc ceci j'ai essayé de voir parce que j'avais... Ah, mais ça c'est bien ça. Oui, je pouvais faire autre chose, mais l'architecture est souvent le témoin d'une époque, le passeur des idées. Souvent pour célébrer les grandes civilisations, on va voir ce qu'ils ont laissé en termes d'architecture. Oui. Quels sont les monuments? Quelle a été l'organisation spatiale? Quels ont été les matériaux utilisés? Quelles sont les inventions ou les avancées technologiques en termes d'architecture qui ont été découvertes? Donc toutes ces choses-là montrent bien que l'architecture est un art majeur. Moi, je dirais que l'architecture, c'est la science du bâtisseur. Vous voyez, l'homme passe et séjourne quelque part. Donc, tous les lieux, tous les espaces où passe et séjourne l'homme doivent être conçus. Et c'est du domaine de l'architecture. Qu'on soit sur la terre, dans les airs ou dans, Donc, dans les eaux. On est là pour organiser, pour penser donc les lieux où passe et séjourne. Donc vous voyez que c'est tellement vaste. Maintenant, dans ce que nous allons concevoir, il faut penser toujours à trois choses. L'esthétique, parce qu'il faut bien que ce soit beau. Il faut que ce soit fonctionnel, c'est-à-dire que votre objet, si vous pensez à une cuisine, il faut bien que la maman ou le chef cuisinier puisse se retrouver. Il faut que ce soit utile et fonctionnel. Il faut aussi que ce soit que cela dure, donc que ce soit durable, donc la solidité. Donc ces trois éléments ont guidé de tout temps l'architecture. Maintenant, aujourd'hui, on parle aussi de l'adaptation par rapport à l'environnement pour que c'est ça même le côté durable. Et on a aussi le fait que l'architecture tienne compte des éléments culturels et sociologiques du pays. Quand on regarde une ville, quand on regarde un bâtiment, on sent normalement la culture des hommes là-dedans. On devait pouvoir identifier à travers l'architecture, par exemple, je ne sais pas, d'une ville comme Libreville, des éléments de la culture gabonaise. Et des fois, quand on passe devant une maison, on la regarde, on peut essayer d'imaginer comment fonctionne le propriétaire de cette maison. C'est ça. Ça veut dire que, par exemple, un chrétien n'aura peut-être pas la même maison qu'un musulman, parce qu'il y a peut-être quelques différences culturelles que les chrétiens acceptent et les musulmans non. Un Européen aura un bâtiment, une maison différente de celle d'un Africain. Parce voilà, que, par exemple, je veux vous prendre un exemple. La cuisine africaine, voilà, elle est beaucoup plus spacieuse, et puis il faut piler et tout ça. Donc on va adapter par rapport au fait, souvent même les Africains ont deux cuisines. Vous avez la cuisine qui est la moderne, et puis à l'extérieur, on fait la cuisine africaine. J'ai eu plusieurs clients qui ont fait ce genre de demande-là. En passant, est-ce que c'est pour ça que des fois,
on retrouve les Africains difficilement dans les immeubles. Oui, oui. La cohabitation dans les immeubles est difficile. C'est quelque chose qui a du mal à passer. Oui. L'appartement a encore du mal à passer. C'est pas encore bien... voilà, dans nos cultures. Parce que on a l'impression que l'appartement ne nous appartient pas. La maison individuelle, pour un Africain, par exemple, j'ai ma parcelle, j'essaye d'organiser mon espace comme je veux, quand bien même il y a à côté ce qu'on appelle les servitudes d'urbanisme, donc il faut respecter les normes de recul qui peuvent changer d'un pays à un autre. Donc je voudrais revenir quand même toujours sur ces éléments culturels qui peuvent donc impacter sur l'utilisation des bâtiments. Il y avait un architecte qui allait construire en Arabie Saoudite et un immeuble d'habitation, et il a prévu une seule circulation verticale, c'est-à-dire un ascenseur et un escalier. Ce qui voudrait dire que les femmes et les hommes doivent se croiser. Ça veut dire que la femme du voisin pouvait être avec le voisin dans le même ascenseur. Ce qui n'est pas dans les us et coutumes là-bas. Ce qui n'est pas très bien perçu dans les us et coutumes de là-bas. Et donc, on a dû... ça a été un flop, cette conception. Donc, vous voyez bien qu'il faut bien, au-delà de... il faut toujours tenir compte des aspects culturels pour mieux intégrer le bâtiment au contexte local. Donc, on peut le dire, vous avez une responsabilité dans le développement des villes africaines, les architectes africains. Oui, c'est pour ça que nous essayons déjà de nous... Dans chaque pays, il y a l'ordre des architectes pour organiser les architectes, pour organiser la profession d'architecture, pour aider, pour être donc le viatique auprès d'un certain nombre de décideurs, afin d'implémenter la ville, de mieux l'organiser. Donc, quelquefois, cela est fait à nos dépens. Et je le dis pour le regretter. Des fois, on vous ignore. Des fois, on nous ignore. Royalement. Royalement. Quand quelquefois, dans certains pays, on oublie même qu'on a formé des architectes et qu'on se donne après un mal fou à aller chercher des techniciens ailleurs, alors que pour n'avoir pas la culture locale, on a du mal à construire, par exemple, dans un pays donné. C'est bien que quelquefois, nos centres, on a l'impression que les centres-villes même se ressemblent. On va y arriver. Alors, mais je reviens à ma question initiale. C'est vrai, en dehors du fait que vous avez envie de laisser une trace de votre existence, de votre passage sur la Terre, comment est-ce que vous êtes devenu architecte? Après le bac, donc, j'ai été... Quel type de bac d'abord? Bac C. Oui. Qui est un bac scientifique. Ce n'est pas le seul bac avec lequel on peut faire les études d'architecture. Non. On peut faire, il y a des bacs techniques comme le F4. Même le D. Même le D, qui est un peu un bac, on peut faire tout là. Donc moi, j'ai fait ensuite maths physique à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, à Franceville. Et puis après, je suis allé du côté de... J'ai eu le concours pour l'EAMO, qui est l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui est basée au Togo. C'est une école internationale, une école africaine, où on retrouve la plupart, sinon tous les pays africains, francophones. On peut le dire, c'est tout à l'honneur du Gabon et de l'Afrique. Vous avez fait votre formation sur place et ça, je pense que c'est important de le relever. On peut partir d'un point de la plus petite classe jusqu'au sommet dans sa formation. Et on peut le faire en Afrique. Et cette école, justement, au Togo, possibilité d'en parler là, rapidement, de nous dire... Alors, c'est une école qui existe depuis 1976. Et donc, dont la première promotion est sortie en 1981.
école qui est en pleine maturité, qui a formé plus d'1 millier d'architectes sur le continent. Et qui fonctionne toujours. Et dont on peut être fier des heureux récipiendaires qui occupent de grandes responsabilités. Il y a d'autres qui sont directeurs d'entreprise, ministres, responsables d'administration, ainsi de suite. Donc, tous les pays, au Gabon, on peut dire que plus de 60% des architectes viennent de cette école. Dans certains pays, c'est pratiquement, on frôle les 90%. Ouais. Donc, c'est une école qui a le mérite d'intégrer les valeurs africaines dans la démarche conceptuelle, qui a le mérite donc d'être... Avec des enseignants africains. Avec des enseignants africains, qui a le mérite d'être au fait de la réalité africaine. Et donc, moi, je me rappelle de nos cours, on a visité un peu l'Afrique de l'Ouest, on allait au Bénin, regardez par exemple les majestueux palais d'Abomey, aller à Ouida, voir un peu le... Donc, on a la chance de voir les problèmes africains, pour les bidonvilles au niveau de l'Afrique, de voir et de pouvoir... on a eu des devoirs comme ça, sur des réaménagements, par exemple, de certains quartiers de Lomé, notamment le quartier de B, là. On a donné des solutions. Donc, c'est une école qui est au cœur de l'Afrique. Bien. Alors, est-ce qu'il faut savoir dessiner, par exemple, pour devenir architecte? Non, pas vraiment. Est-ce qu'il faut avoir le dessin inné en soi? Ça compte? On vous forme pour ça. Ça peut compter? On vous forme pour ça. Ça peut compter parce qu'il y a des... Effectivement, dans notre cursus, on a connu des collègues qui étaient doués au dessin, c'est-à-dire qui peuvent faire votre portrait, et donc en perspective, ils vont plus vite. Mais comme lire ou écrire, ça s'apprend, dessiner. Donc la première et la deuxième année, on apprend à un architecte, à l'élève, à l'étudiant, à maîtriser le dessin, à maîtriser le coup de crayon. Le coup de crayon qui doit être franc, direct, décidé, pensé. Mais ce qui est fondamental chez un architecte, c'est tout le temps se remettre en cause. Ne pas répéter le même bâtiment. Parce que ça, c'est la tentation. Je me rappelle de notre premier cours. Quand ça marche quelque part, on est tenté de... Si on a fait ça pour M. Aboké, on refile ça pour M. Mba, et ainsi de suite. Non. Ça, il faut toujours innover. Sinon, on va limiter notre cerveau. Et je pense que l'un de nos premiers exercices quand on arrive à l'école, c'était concevoir une chambre de 4 sur 4, 16 mètres carrés. Et on était une trentaine d'élèves et il y a eu une trentaine de solutions. De propositions. Et notre professeur a dit, ben, vous voyez, si vous pouvez, donc sur une solution donnée, vous pouvez avoir, sur un problème donné, vous pouvez avoir un certain nombre de solutions. Donc, autant libérer notre cerveau. Donc, un aspect imagination, créativité. Il faut plus de créativité toujours. Il faut aller... moi, je suis d'abord... C'est pour ça que j'aime bien travailler avec les jeunes architectes aussi. Et quand ils arrivent chez moi, j'ai libérez-vous. Faites-moi tout ce qui est... Vous donnez libre cours à son imagination. Imagination. Et après, on va voir comment est-ce que ça peut être construit. Okay. Parce que ça permet de franchir un certain nombre de ne pas refaire la même chose. Parce que être hiératique, être figé, c'est pas bon. Il faut être dynamique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était bien dans votre formation, que votre formation ait eu lieu en Afrique, au Togo notamment, que vous avez eu des enseignants africains. Alors, est-ce à dire qu'il y a une architecture africaine, dans sa diversité, bien sûr? Oui, je dirais une architecture africaine dans sa diversité, je vais vous emprunter l'expression, ou bien des architectures africaines.
Alors, quelles sont les grandes tendances? Je crois que on a parlé, il y a plusieurs cultures africaines, je pense. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsqu'on parcourt l'Afrique, même juste d'un pays à un autre, on voit des changements. Donc ces changements-là impactent aussi sur notre manière de penser l'espace, notre manière de l'organiser. Donc même ici au Gabon, entre l'architecture pygmée qui au passage est extraordinaire avec ses cases rondes ou ovoïdales, et l'organisation, par exemple, bantou, avec, par exemple, les cases plutôt rectangulaires. Mais notre architecture aussi, c'est la Grande Égypte. C'est aussi le grand Zimbabwe en Afrique australe. C'est aussi la mosquée de Djenné. C'est aussi tout ce qu'on retrouve, par exemple, dans la culture à Caen ou bien chez les Maasai. Donc il y a plusieurs architectures africaines ou plusieurs sources d'inspiration pour nous les architectes. Donc lorsqu'on passe commande, moi le conseil que je me donne ou que je donne à tout le monde, c'est d'abord d'aller dans la culture de ces personnes-là. C'est-à-dire, si on veut faire quelque chose d'original, c'est bien d'aller, par exemple, dans la culture, et vous allez voir qu'il y a des objets importants, qui sont quelquefois des objets sacrés, dont on pourrait tirer la forme pour donc, produire un objet architectural de qualité. OK. Alors, il faut dire aussi que ce n'est pas tous les architectes qui décident d'être entrepreneurs comme vous. Vous avez décidé d'être entrepreneur, vous avez créé votre cabinet. Oui. Est-ce que, en tout cas, c'est quelque chose de pas très évident. On en parle beaucoup, mais c'est pas toujours très évident de créer son cabinet, de créer son affaire. Alors, quels sont les éléments les plus importants qu'il faut maîtriser dans le cadre de l'architecture? Voilà. C'est pour ça que je rends encore hommage à nos formateurs, à cette école-là, qui a pensé à tout. Donc, il y a des cours de management et des cours de gestion d'entreprise. Ce sont, on ne va pas dire, ce n'est pas peut-être aussi poussé pour ceux-là qui vont faire du management d'entreprise comme métier, mais on nous prépare à être donc des managers, à être donc des gestionnaires d'entreprise. Donc maintenant, pour ce qui me concerne, quand je suis rentré après mon diplôme, j'ai fait de l'administration pendant un certain temps. Donc j'étais dans la fonction publique et où j'ai donc reçu un certain nombre de formations par rapport aux personnes que j'ai côtoyées, aux situations qui m'ont été présentées. Et après, puisque dans ma tête, j'avais toujours cette histoire de pouvoir laisser cette trace, cette empreinte. Donc, j'ai décidé donc de commencer à faire du business individuel et donc de lancer mon entreprise. Surtout que, pour moi, au-delà de... pour revenir toujours, pour rester dans la question, on apprend comment gérer les hommes, comment faire face aux taxes, donc la gestion fiscale et tout ça. Et ce qui est encore plus difficile, c'est la gestion des contrats avec les clients, parce que là, c'est assez délicat. Parce que quelquefois, on se lance sans avoir contracté. Et après, on a des problèmes de paiement et tout ça. Donc, je crois que même pour nos jeunes qui débutent dans l'architecture, on essaie de leur dire qu'il faille faire attention, que souvent on a faim, c'est vrai, on a faim, on n'a pas de marché, et quand quelqu'un dit « oui, non, ne vous en faites pas, je vais vous payer », non, demandez une lettre de commande. Il y a un contrat. Un contrat en bonne et due forme, parce que après, c'est lorsque quelqu'un est en possession de ses plans, ou bien des éléments
graphique, après il vous tourne il le disparaît. dos. Il disparaît. Donc alors, il faut faire attention. Est-ce qu'on peut le dire, vous êtes satisfait? Cela fait au moins 10 ans que vous avez créé votre cabinet. Oui, effectivement, je me réjouis quand même on peut dire que ça va. Ça va, on essaie, ça va, et parce que on a la chance de rencontrer des personnes formidables, des institutions qui sont, on va dire, qui sont au fait, par exemple, de notre sous-région. Là, on travaille avec la Banque centrale, c'est pour un architecte, c'est très valorisant. C'est très valorisant. De savoir et de dire que c'est moi qui ai voilà, qui travaille donc, et surtout que, par exemple, pour ce qui concerne un certain nombre d'institutions comme la Banque centrale, c'est après concours. Donc, vous avez eu un concours... Appel d'offres. Un appel d'offres, que si vous voulez, un concours d'architectes qui a donc sélectionné notre cabinet pour la réhabilitation donc, des agences de Port-Gentil et de Franceville. Pour nous, c'est gratifiant, c'est valorisant. Nous avons aussi la chance, par exemple, de rencontrer des grands managers comme M. Maktar Sylla. Hein, on ne va pas le cacher, c'est vous qui avez construit le bâtiment de Label Radio et Télévision. C'est un grand honneur d'avoir rencontré ce grand panafricain, un grand Africain, qui nous a fait confiance. Après un petit travail d'expertise, donc on a pu faire ce bâtiment. On est présentement l'architecte de la mairie de Vendo, qui est donc... dans la banlieue sud de Libreville. Et donc là, on a fait le grand marché qui a été inauguré par le Premier ministre en août dernier. Et donc le marché d'Acournam 2. Nous avons fait le jardin public qui est carrément à l'entrée de cette ville-là. Et on est en train de terminer un complexe sportif toujours du côté de Vendo. Nous travaillons aussi beaucoup avec les sociétés pétrolières. J'ai vu l'innovation que vous avez apportée avec des piliers inclinés. Oui, des piliers inclinés parce qu'on travaille avec... Des stations-service avec des piliers inclinés. Voilà, alors le Gaboy était une société jeune et qui a envie de faire sa place au soleil et donc qui voulait quelque chose qui marque, qui se démarque un peu de... la plupart des canopies. Les canopies, ce sont les auvents qui recouvrent donc les îlots où les distributeurs, vous venez prendre votre carburant. Donc, ils voulaient quelque chose d'un peu plus original. Voilà, d'original. Quelque chose qui montre leur entrée dans la cour de Grand. Et donc, ce canopie-là a des poteaux inclinés, effectivement. Qui sont, il fallait l'imaginer. Il fallait l'imaginer. C'est des poteaux qui sont inclinés à 56 degrés. On a eu à 56 degrés et qui sont extrêmement impressionnants. On pourra voir ça. Nous, on a voulu marquer l'élan comme un oiseau qui prend son envol. Est-ce qu'on peut dire que le numérique a une emprise importante sur votre activité d'architecte? Oui. Moi, je me rappelle que... on sortait de l'école, on était crayon, rotring, et c'était vraiment fatigant. Je vous assure, si le client, dès qu'on a fait on a passé, on priait pour que le client ne nous dise pas que, en fait, là, j'ai eu une petite erreur, ou bien, je pense qu'en fait, il faut ajouter telle chambre ou telle pièce à notre bâtiment. Ça, vraiment, on avait horreur de ça parce qu'après, il fallait reprendre les... Oui, on avait toujours des lames, enfin, des lames là pour gratter. Pour gratter. Effacer donc le numérique est venu révolutionner notre... et simplifier votre travail. Et simplifier... Et même donner de nouvelles perspectives. Simplifier, mais dynamiser, je dirais dynamiser. Aujourd'hui, vous pouvez concevoir en 3D... Voilà, c'est 3D, faire des films. Là, par exemple, on l'a fait pour l'un de nos grands chantiers actuels, qui est donc le siège de l'ADENA, de la Direction nationale des assurances. Donc, il y aura le siège et
la grande salle de conférence de plus de 1000 places, donc qui se fait à quelques encablures de Label TV, justement, derrière le stade d'Angonje. Et là, par exemple, on a conçu et on est passé avec les outils numériques à la 3D, et on a même fait un film qui a donc enthousiasmé nos clients et le public lors du lancement des travaux. Quel est votre regard sur toutes ces villes africaines qui se ressemblent plus ou moins, qui sont dans une, j'allais dire, dans une grande pagaille? Ici même, dans cette émission, on a déjà reçu des géographes qui ont dénoncé la physionomie des villes africaines. Quel est le regard de l'architecte que vous êtes? Est-ce que vous avez une part de responsabilité dans le développement, j'allais dire, anarchique et pas maîtrisé des villes africaines, notamment Libreville? Oui, le schéma des villes africaines, c'est souvent là, un splendide centre-ville et après des agrégats de bidonvilles autour. Vraiment, je le dis aussi pour le dénoncer, pour dire que là, il faut repenser, on va dire, l'organisation même de la ville, déjà avec les décideurs qui écoutent plus les techniciens et qui anticipent comment dire, la venue de population. Parce que on a des quartiers spontanés, les gens viennent, ils s'installent. Voilà, qui s'installent. Parce que il y a la poussée démographique. Il y a la poussée démographique, il y a l'exode rural, il y a l'immigration et tout ça. Donc, on a tout... Ce sont quand même des éléments connus depuis longtemps. Oui, c'est pour ça que... Pourquoi ils ne sont pas maîtrisés? C'est pour ça que je parle de... que cette chaîne-là doit être mieux organisée, mieux planifiée. C'est-à-dire que nous avons, avec les statistiques de l'exode rural, de l'installation des populations un peu partout, on peut avoir des statistiques. On peut se dire que pour une ville, par exemple, comme Libreville, qui a peut-être 10 000 personnes qui s'installent chaque année. Donc il faut pouvoir anticiper sur l'installation de ces 10 000 personnes, c'est-à-dire prévoir les infrastructures urbaines, c'est-à-dire la route, les verdets, et aussi faire des lotissements. Ouais. Donc il faut pouvoir anticiper. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Mais quelle est votre part de responsabilité, vous les architectes? Puisque vous avez dit, il y en a qui sont dans la fonction publique, donc à des postes de décision, là où la ville normalement doit être pensée. Oui, nous au niveau de l'ordre gabonais des architectes, on essaie d'attirer l'attention. Parce qu'on peut être à un poste dans l'administration, mais peut-être pas être le décideur. Donc il faut pouvoir, au-delà de personnes qui sont dans l'administration de manière éparse, consulter l'ordre gabonais des architectes en tant qu'institution de la République. Et pour nous, là on va être reçu, par exemple, bientôt par le nouveau ministre de tutelle, donc le ministre des Transports, des Infrastructures et de l'Équipement, qui a déjà une oreille bien attentive à ce qu'on propose, pour que nous soyons vraiment intégrés dorénavant dans toutes les décisions liées soit à l'aménagement du territoire, soit au développement de ville. Pourtant, dans pratiquement tous les pays, il y a obligation, quand on veut créer un quartier, une maison, il y a obligation d'avoir recours à un architecte. Oui, ne serait-ce que pour avoir le permis de construire. Il y a obligation, justement. Il faut avoir le permis de construire pour ce qui nous oblige à respecter les servitudes d'urbanisme, les règles d'urbanisme, si vous voulez. Mais la plupart du temps, si vous voyez...
il y a quoi peut-être lorsque la commission du permis de construire s'est réunie, il y a peut-être au plus 10 dossiers. Mais le reste des personnes, ils construisent sans passer par la commission. Donc il faut réglementer tout cela, faire aussi des campagnes, beaucoup communiquer auprès des populations pour leur dire qu'on a intérêt à aller voir l'architecte. Et là aussi, il faut voir avec l'État comment est-ce qu'on peut accompagner les petites gens dans la construction. Parce que, effectivement, ils ont toujours tendance à croire que tout coûte cher. Oui, parce que quand on pense... architecte, on pense que c'est cher. Voilà. C'est pas cher? Non, c'est pas cher. Vous trouvez que c'est pas cher? Non, c'est pas cher. Ouais. Je pense qu'il y a une... on va dire, sur le plan mondial, on a essayé de réglementer les honoraires de l'architecte, qui sont autour de 10%. 10% de du montant des travaux. OK. Donc, c'est... Après, ça diminue un peu par rapport à l'enveloppe lorsqu'on dépasse des sommes assez importantes. Mais l'architecte va penser la maison, c'est-à-dire que votre maison existe avant même que vous commenciez à construire. Et l'architecte vous donne la garantie que ce que je vous donne comme conception, comme croquis, comme plan, est éligible à la commission, au permis de construire. Et même s'il aurait fait des erreurs, la commission est capable de le lui rappeler que là, vous avez outrepassé telle servitude d'urbanisme. Donc, c'est pour ça que certains outils doivent être mis en place pour accompagner les petites personnes, les petites gens, pour les gens qui n'ont pas de grands moyens. Qui n'ont pas de grands moyens. Oui. Et aussi, on doit pouvoir travailler avec tout ce qui est banque, assurance et tout ça pour permettre à ce que l'étape de l'architecte ne soit pas galvaudée. Alors, je reviens sur la physionomie de nos villes, des grandes villes africaines. Est-ce que vous vous sentez quelque part responsable du résultat là qu'on a en ce moment? Ou bien pensez-vous que bon, c'est parce qu'on vous a écarté que bon, ça donne ce résultat-là? Responsable, non. Je me sens beaucoup plus... interpellé? Beaucoup plus interpellé. Et quelquefois un peu déçu, nous-mêmes. Bon, pourquoi on ne fait pas beaucoup plus appel à nous? Et souvent, lorsque on veut des architectes, quelquefois on va prendre... Enfin, nos amis de la France. Comme on dit, on est dans un monde mondialisé. Donc on aurait pu faire appel à des compétences locales. Aux compétences locales. Alors, il y a... Mais là, bon, on peut dire que c'est la compétition. Hein? Oui, c'est... Bon, nous, je sais que vous aussi, vous allez prendre des marchés ailleurs, oui. En dehors du Gabon. C'est vrai. C'est vrai, on pourra en parler. Oui. Mais lorsqu'on va ailleurs, et par exemple, nous, on est en train de construire à Douala et à Abidjan, on prend le soin de s'associer avec un architecte local. Donc à Douala, par exemple, le bâtiment, qui est un bâtiment de près de 7 niveaux, il y a Universalis, avec tous ces ingénieurs, ces architectes, mais il y a aussi un architecte local qui est dans l'ordre des architectes du Cameroun qui travaille avec nous. Donc pour respecter, on va dire, ces critères-là. Vous allez maintenant nous permettre de vous proposer un film. Bon, tout le monde a fait le constat, hein, les villes africaines sont dans une présentation difficile à accepter.
Mais ce n'est pas perdu, il y a possibilité de changer les choses, de changer le cours des choses. Et de plus en plus, on parle de Smart City, de villes intelligentes. Je voudrais vous inviter à regarder le reportage que voici. Et puis, derrière cela, nous allons continuer notre discussion et voir comment, justement, récupérer toutes les propositions qui sont faites pour les villes africaines. D'après ONU Habitat, en 2050, 60% de la population africaine résidera en métropole contre 39% aujourd'hui. Dans ce contexte, la Smart City, ville intelligente, émerge comme la réponse à l'urgence qu'impliquent les ODD, les objectifs de développement durable. La croissance de plus de 20% de la population urbaine africaine, couplée à une activité économique survoltée et à la montée en puissance de la classe moyenne, donnera un coup d'accélérateur à la consommation avec une explosion du nombre de véhicules en circulation dans un contexte paradoxal d'infrastructures routières inefficaces et sous-dimensionnées. Conséquence, la mobilité sera alors plus difficile et la pollution automobile augmentera. Les chantiers immobiliers devraient se multiplier grâce au boom de l'exode rural et à l'intérêt grandissant des Africains pour de meilleures conditions de logement. Une hausse exponentielle de la consommation d'énergie est aussi à attendre. Dans le rapport Africa's Cities Opening Doors to the World, la Banque mondiale estime que les gouvernements devront prendre le contrôle de l'urbanisation en construisant des villes africaines plus connectées et plus productives, des villes qui ouvrent leurs portes au monde. Pour ce faire, il faudra commencer par opérer des réformes des marchés fonciers et des réglementations, puis effectuer des investissements anticipés et coordonnés dans les infrastructures. Dans son rapport State of African Cities 2018, la BAD, la Banque africaine de développement, fait remarquer que cette ouverture des villes africaines sur le monde serait un catalyseur pour les IDE, les investissements directs étrangers, au bénéfice de projets à la pointe de la technologie dans les municipalités. Les pouvoirs publics africains devront aussi mettre l'économie numérique et la disponibilité de réseaux rapides et pas coûteux d'Internet au cœur de leur stratégie, à l'instar de la célèbre Konza Technology City, baptisée Silicon Savannah, de Nairobi au Kenya, ou du lancement en 2014 de l'Alliance Smart Africa sous l'égide du président rwandais Paul Kagame. Le cabinet McKinsey établit qu'il y aura en Afrique 100 villes de plus d'1 million d'habitants en 2025. Et pour que ces villes soient intelligentes et que le business et les citoyens s'y épanouissent durablement, les pays devront relever plusieurs défis, notamment celui de l'électrification. Enfin, la formation des ingénieurs africains à grande échelle et en qualité apparaît par ailleurs comme l'autre maillon central du développement des Smart Cities en Afrique, ce qui renforcerait la résilience, l'inclusivité et la durabilité des villes africaines. Quelle est la part de responsabilité de l'architecte dans le devenir des villes africaines? Tout est dit là, maintenant. Il va falloir que chacun, puisque plusieurs compétences sont interpellées, il va falloir que vous jouiez maintenant forcément votre rôle. Oui, nous allons jouer ce rôle-là, celui d'homme orchestre, parce que c'est que ce soit dans la conception des espaces ou bien des bâtiments et même des villes, l'architecte est l'homme orchestre, c'est-à-dire c'est la compétence qui permet donc de transcender, de discuter avec un certain nombre de partenaires et donc de pouvoir compiler tout ça et de produire quelque chose qui soit, comment dire, qui réponde à toutes les attentes. Donc, dans le reportage qu'on a vu, on a vu des chiffres qui nous interpellent par rapport à l'augmentation démographique. On parle de plus de 100 villes qui auront 1 million d'habitants, donc plus d'infrastructures. Mais on parle aussi de ce qu'on disait déjà tantôt. On peut le dire, Libreville est concernée. Oui, Libreville est concernée. Déjà que Libreville, on va dire, c'est le grand Libreville, c'est quand même 4 villes, hein, Ovendo, Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum, qui sont donc des villes qui sont connectées, qui se touchent. Donc il va falloir anticiper sur, et ça on l'avait dit
un peu plus tôt dans l'émission, ils ont répété, il faut anticiper sur l'afflux des populations. Il faut continuer à collecter des données. Il faut étudier les faits sociaux, comme les dynamiques de la population. Parce que là, on peut faire des plans de ville, mais l'être humain est quelque part aussi changeant. Donc, il faut pouvoir avoir ce côté correcteur pour voir, bon, on a prévu cela, mais finalement, ça ne marche pas trop. Donc, il va falloir prendre peut-être cette voie-là. Donc, avoir une veille, une sorte de veille urbaine pour pouvoir situer nos investissements et, comme je disais encore, anticiper. Il faut anticiper sur l'accroissement des populations. Oui, allez-y, je vous laisse terminer. Ouais. Alors, les smart cities, ça veut dire qu'on aura des villes... Des villes complètes. Complètes, connectées, intelligentes, qui nous interpellent. Mais cela avec beaucoup plus d'acuité, parce que lorsqu'on est malade, on dit on est malade, il faut qu'on se soigne. Donc la Smart City, c'est une ville qui pourra dire que sur le plan de la circulation, par exemple, qui va faire quelque chose à Libreville, il faut déjà passer par exemple au tramway ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un problème déjà d'embouteillage. Et justement, vous avez comme partenaires, puisque vous avez parlé de partenaires, vous avez les maires, vous avez les urbanistes, vous avez les décideurs, etc. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette collaboration pour améliorer les choses? Voilà. Donc, on voit déjà dans l'organisation de certains du Grand Libreville, qui a le maire, mais qui a aussi des architectes et un certain nombre de compétences connexes dans la planification urbaine. C'est à saluer, mais c'est à améliorer aussi, c'est à parfaire. Du côté de Vendo, d'Akanda, d'Intoum, c'est des villes un peu plus, on va dire, dont l'organisation est plus nouvelle. Donc il faut peut-être essayer de voir avec eux, avec les décideurs, donc avec les maires, le conseil municipal, comment intégrer un certain nombre de compétences pour accompagner déjà les maires dans la prise de décision par rapport aux investissements en matière d'infrastructure. Parce que l'architecte qui travaille dans l'administration est un programmeur. Il va déjà signaler un certain nombre de choses qu'il faille faire. Et après, maintenant, on lance les concours pour sélectionner le cabinet qui va être le maître d'œuvre de tel lotissement ou bien de telle infrastructure, et ainsi de suite. Donc là, ce qui a salué, c'est qu'il y a le président de la République a parlé du fonds pour initiative départementale, qui est donc des choses à saluer. Nous, on voudra prendre notre place pour dire que aux mairies, surtout de l'Interland, donc l'intérieur du pays, que nous avons des compétences qui peuvent vous accompagner. Moi j'ai envie de savoir si vous êtes optimiste par rapport à la situation actuelle, ou pensez-vous que il y a une bataille à engager? Oui, non, il faut. Je pense qu'il y a des lourdeurs qui peuvent être dues à nous-mêmes d'ailleurs. Peut-être que souvent on n'y croit pas trop, mais il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir discuter, dialoguer avec les décideurs, avec les maîtres d'ouvrage, avec les maires, avec nos partenaires aussi. Alors, qu'est-ce qui ferait, par exemple, qu'on verrait Libreville, ville intelligente, mais ville avec l'esprit bantou? Parce que quand on se promène aujourd'hui dans Libreville, on ne voit rien qui rappelle la culture bantou. Alors, qu'est-ce qui... déjà, si on est... il y a des choses à rattraper, certainement. Oui, il y a des choses à rattraper, mais il y a des choses même aussi
à saluer qui avaient été faites déjà dans le passé. Moi, j'aime bien l'église de Saint-Michel d'Encampo, qui est donc une église qui, non seulement, qui a des piliers sculptés et donc qui rappelle la culture bantoue. Donc, on peut mettre l'accent lors des concours sur ces éléments-là qui rappellent les éléments culturels. Les éléments culturels. On ne va pas refaire la case traditionnelle, mais on peut aller prendre un élément culturel et le signifier. Et ça, les gens, ils peuvent facilement se retrouver quand on voit un élément qui, peut-être, je ne sais pas, une décoration qui ressemble à un masque Kota ou un masque Fan ou un masque Punu. Et dans vos projets, vous êtes en train de grignoter des parts de marché à Abidjan, par exemple, à la baie des Millionnaires. J'ai vu l'image de ce bâtiment qui ressemble à un tabouret à Caen. Oui, parce que c'est un honneur pour moi d'avoir été déjà contacté par des investisseurs ivoiriens qui m'ont même fait qui sont même venus visiter mon cabinet, peut-être pour savoir s'ils ne vont pas jeter leur argent par la fenêtre. Mais, alors, je disais tantôt que lorsque on va construire quelque part, surtout quand on vous accueille bien, on doit pouvoir avoir l'amitié ou bien la politesse de rentrer dans leur culture. Et c'est ce que nous, on a fait. On est allé dans la culture du sud de la Côte d'Ivoire, notamment chez les Akans, et ici, il y a ce tabouret, le tabouret des rois, qui a une forme particulière. Et longtemps, je me suis dit, comment magnifier cette baie-là, qui est d'abord la lagune ébriée, on dit d'ailleurs d'Abidjan que c'est la perle des lagunes. Donc on a voulu faire une sorte de continuité donc, de ce slogan d'Abidjan, perle de la lagune. Et donc, le siège à Caen, vous avez la base, vous avez souvent trois petits piliers, et après vous avez on va dire l'espace où s'assied le roi. Et donc, nous, on a juste mis une base, 3 tours, et puis un espace de 2 niveaux qui rappelle un peu ce qui a été fait à Singapour avec une piscine débordante en haut. Donc ça, on a voulu faire ça. Et lorsque nous... en cas, ça va se faire à la baie des milliardaires, donc c'est possible. C'est possible. Et en tout cas, nos amis ivoiriens sont très contents et souvent ils se disent qu'ils ont cru que c'était un Ivoirien, mais je dis aussi, je suis Ivoirien aussi. C'est un Bantou. C'est un Bantou. Il faut dire que vous êtes allé aussi à Dakar. Là-bas, c'est un autre type de culture, une autre architecture. Oui, une architecture où, par exemple, on n'a pas trop de problèmes avec la pluie comme chez nous. Donc, les gens vivent aussi, aiment bien les terrasses et tout ça, les toitures terrasses, il fallait s'adapter. Et donc là, sur Dakar, on a un immeuble que d'ailleurs M. Silla se projette de faire et on va l'accompagner là-dedans. Ok. Alors, je vous laisse terminer, oui. Oui, donc juste dire que on a voulu faire un patchwork de formes pour laisser notre empreinte sur cette grande avenue qui est le boulevard Bourguiba. Alors finalement, vous allez laisser beaucoup d'empreintes à Libreville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Dakar, mais c'est tout à votre honneur. Comment est-ce que vous voyez le futur dans votre métier et puis projeté dans les villes africaines? Si on rate le virage des Smart Cities, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je suis optimiste pour le futur. Parce que je me dis que, oui, l'homme africain a une capacité de résilience formidable. Vous allez, même dans nos quartiers, on a parlé
des bidonvilles ou bien des quartiers spontanés. Ici, on appelle ça Matiti. Les quartiers sous-intégrés. Oui, ou bien Mapane. Bon, vous allez voir comment les gens, malgré la précarité, malgré la rudesse, la rigueur de la vie, arrivent à s'en sortir. Donc, moi, cette capacité de résilience-là, on va aller, il faut l'avoir, enfin on l'a, il faut pouvoir l'optimiser pour gagner les batailles futures. C'est des combats contre nous-mêmes, parce qu'on a quelques lourdeurs, je disais tantôt, nous-mêmes en tant que concepteurs, praticiens de l'aménagement de l'espace, mais aussi par rapport aux décideurs qui, quelquefois, ils ne font pas expressement. C'est peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant des choses. Ils oublient que vous êtes là. Oui, ils oublient quelquefois qu'on est là. Et aussi, mieux s'approprier les sciences et les technologies, parce qu'on n'est pas infaillible. On peut faire des erreurs. Et c'est ça aussi l'appel ou le cri que je lance envers les décideurs, de dire qu'il faut toujours avoir confiance, parce que il faut avoir confiance à ces architectes, à ces praticiens, parce que c'est comme ça que tout le monde va progresser. Eux, dans le management de la commande publique, nous, dans notre pratique de l'architecture au jour le jour. Donc, c'est sûr que si moi je fais une erreur, le confrère à côté, il aura appris et puis il fera mieux plus tard. Pour rattraper. Ok, donc vous êtes optimiste. Oui, moi je suis optimiste, c'est difficile. Vous êtes de ceux qui pensent que bon, les villes africaines vont s'améliorer, vont être beaucoup plus jolies, beaucoup plus utiles, beaucoup plus fonctionnelles. Oui, beaucoup plus fonctionnelles. Il faut qu'on communique et beaucoup plus solides pour rester dans la définition de l'architecture. Vous me parliez de l'avenir aussi. Je pense, lorsqu'on a fait par exemple Label TV, c'est un grand projet. Bon, à notre échelle, c'est un grand projet. Mais comment faire, et c'est ça notre combat au niveau d'Universalis aussi, comment faire pour donner, pour loger les populations qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et là également, vous avez des propositions. Là également, on a des propositions. Le premier geste, on a appelé, c'est le concept Habitor. Habitor pour habiter, et or, lorsque on a un logement, c'est qu'on a de l'or. Donc le concept c'est Habitor. Et donc on a un certain nombre de propositions qui sont déjà à apporter des populations moyennes. Donc moi-même j'avoue que c'est encore aux populations moyennes, parce qu'on part de 10 millions à 20 millions. On veut encore baisser ça pour aller vers autour de 5 millions, ou peut-être moins. Et c'est possible. Il faut faire des recherches. Le sujet que nous avons proposé dit que les classes moyennes vont monter et les Africains vont de plus en plus être exigeants pour leur logement. Oui, ils vont être exigeants, mais souvent, et c'est ce qui est difficile, c'est qu'on suit aussi quelquefois la mode, alors qu'il y a des matériaux qui sont de très bons matériaux. Il a été surpris de ne pas voir le bois bien utilisé pour des maisons au Gabon, par exemple. Au Gabon. Oui. Et pourtant, il y a du bois. Habitor, par exemple, voilà. C'est le bois. Et pourtant, il y a du bois. Donc là aussi, c'est peut-être qu'il n'y a pas assez de recherche par rapport au bois. Je veux dire des recherches dans l'utilisation du bois dans le bâtiment. Il faut pouvoir bien le sécher pour qu'il n'y ait pas de problème de distorsion. On dit le bois travaille, donc il faut pouvoir enlever toute la sève et pour qu'on l'utilise à bon escient. Il y a aussi la terre. Si vous allez dans les villages du Gabon, on construit en pisé avec la terre. Mais peut-être que c'est cette image-là que les gens disent « Ah non, moi je ne veux pas avoir une maison en terre, comme si c'était au village et tout ça. » Mais là aussi, il faut pouvoir... Il faut y mettre une plus-value. Une plus-value comme la brique de terre, comme
par exemple, ce qu'on appelle, j'ai vu, par exemple, au Mali, la voûte soudanaise. Donc, il faut pouvoir améliorer les techniques de construction avec ces deux matériaux, parce que c'est des matériaux qui sont à portée de main, qui ne coûtent pas cher. Et en plus, en ce qui concerne la fonctionnalité, il y a un saut qualitatif évident. En ce sens que lorsque vous êtes dans une maison en terre ou en bois, le confort hygrothermique est meilleur. Souvent, vous n'avez même pas besoin de climatisation. Or, notre brique, notre parpaing là, en ciment et tout ça là, ben, lui, il absorbe la chaleur et il vous la rejette pendant la nuit. Donc, nous-mêmes, on ne sait pas qu'il y a ces deux matériaux qui sont déjà extrêmement compétitifs et qui apportent plus de confort dans la maison. Vous avez aussi des matériaux de récupération. Même sur le net, vous voyez les gens qui construisent même avec les bouteilles plastiques. Donc, c'est des choses de récupération. On peut le magnifier. C'est vrai qu'au début, on va dire, oui, ma maison va être en bouteille et tout ça. Mais c'est non seulement bien l'utiliser, et ensuite, la présentation finale. C'est ce qui embête souvent ou qui fait que les populations ne vont pas vers ces matériaux-là. C'est parce que on voit un peu comment on a agencé notre maison en planche au quartier, alors que c'est sûr que si vous demandez à un architecte, il va... Ça va donner une autre allure. Voilà, il va donner donc l'un des aspects de l'architecture, l'esthétique, c'est-à-dire qu'on va travailler le matériau, la présentation du matériau de telle sorte que lorsque vous l'avez devant vous, vous dites « Ah, mais finalement, une maison en bois, c'est bien. Ah, mais finalement, une maison en terre, c'est bien. Ah, mais finalement, une maison en bouteille aussi, plastique, ça peut être bien. » Ok. Et donc, c'est sur vos propos teintés d'optimisme que nous allons boucler cette émission. En tout cas, nous avons été heureux d'être avec vous, d'avoir partagé votre expérience, en tout cas depuis la formation jusqu'à vos rêves. Vos rêves qui vont dans l'utilisation beaucoup plus accrue des matériaux locaux, et normalement ça devrait être comme ça en Afrique. En tout cas, merci beaucoup. Nous espérons que vous avez été bien entendus et que grâce à la compétence des architectes africains, eh bien, les villes africaines vont changer d'allure, vont être beaucoup plus africaines et beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup plus utiles. Merci encore. Merci aussi à vous d'être resté en notre compagnie, d'avoir pu écouter M. Jean-Hilaire Moussavou Foumou, qui est architecte et qui est le concepteur du bâtiment dans lequel nous sommes. Merci. Merci à vous et à bientôt pour un autre numéro de l'Autalk de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.